Hier soir, tu as fait quelque chose que tu fais depuis des années sans jamais le remettre en question, quelque chose que tes voisins font, que tes amis font, que presque tout le monde autour de toi fait et considère comme parfaitement normal. Et cette chose est en train de détruire lentement et silencieusement la structure de ton cerveau. Je ne parle pas de cigarettes, je ne parle pas d'alcool, je ne parle pas d'un aliment toxique ou d'un médicament dangereux. Je parle de quelque chose de tellement banal, de tellement ancré dans la vie quotidienne de millions de personnes de plus de 60 ans, que personne ne le questionne jamais. Un comportement que la société moderne a tellement normalisé que ceux qui ne le font pas sont considérés comme étranges ou asociaux. Avant de te dire exactement de quoi il s'agit, je veux que tu fasses une chose. Pense à hier soir. Quelle heure était-il quand tu t'es assis sur le canapé? Quelle heure était-il quand tu as finalement éteint la lumière pour aller dormir? Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Quel effort réel ton cerveau a-t-il fourni pendant ces heures? Si la réponse honnête est peu ou rien, alors ce vidéo est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Parce que le cerveau, après 60 ans, ne se détériore pas simplement parce que le temps passe. Il se détériore quand on cesse de lui donner les défis dont il a besoin pour maintenir ses connexions vivantes et actives. Et l'habitude dont je vais te parler est précisément celle qui prive le cerveau de ces défis, heure après heure, jour après jour, année après année. Reste jusqu'à la fin parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te montrer le protocole exact que je recommande à mes patients pour inverser les dommages de cette habitude. Et certains des résultats que j'ai observés en clinique vont te surprendre. Qui je suis et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je m'appelle Michel Roche. Je suis neurologue avec plus de 15 ans d'expérience clinique dans le domaine des neurosciences cognitives et de la neurologie préventive. J'ai consacré la majeure partie de ma carrière à étudier les mécanismes du déclin cognitif liés à l'âge et à développer des protocoles d'intervention précoce qui permettent aux gens de protéger leur cerveau avant que les dommages deviennent irréversibles. J'ai vu des centaines de patients arriver dans mon cabinet avec les mêmes symptômes. Des oublis fréquents, des difficultés de concentration, une sensation de lenteur mentale inexplicable. Et dans beaucoup de ces cas, quand nous analysions les habitudes quotidiennes, nous trouvions la même chose. La même habitude qui se répétait chaque jour. La même habitude dont je vais parler dans cette vidéo. Cette chaîne existe pour sortir du cabinet médical les informations qui changent la vie des gens. Si tu es ici pour la première fois, abonne-toi maintenant et active la cloche. Je publie chaque semaine des contenus pratiques sur la santé cérébrale, pensés spécifiquement pour les personnes qui ont dépassé 60 ans. Mets un pouce en l'air si cette vidéo te parle déjà. Cela m'aide énormément à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et écris dans les commentaires maintenant, avant d'aller plus loin, combien d'heures par jour passes-tu devant un écran, que ce soit la télévision, le téléphone ou la tablette? Juste un chiffre, je le lis personnellement. Comment fonctionne le cerveau quand il vieillit bien et quand il ne le fait pas? Avant de nommer l'habitude destructrice, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la différence entre un cerveau qui vieillit bien et un cerveau qui ne le fait pas. Cette compréhension va rendre tout ce qui suit beaucoup plus clair et beaucoup plus motivant. Le cerveau humain possède une capacité extraordinaire que nous avons sous-estimée pendant des décennies, la neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions entre les neurones, à se réorganiser en réponse aux expériences, à compenser les pertes cellulaires et à s'adapter continuellement aux défis que la vie lui propose. Cette capacité ne disparaît pas avec l'âge. Elle se réduit, mais elle reste toujours présente et toujours activable avec les bons stimuli. Les personnes qui vieillissent avec un esprit lucide, une mémoire fonctionnelle et des capacités cognitives préservées ont presque toujours quelques caractéristiques en commun. Elles maintiennent un mode de vie physiquement actif. Elles entretiennent des relations sociales réelles et significatives. Elles dorment de manière adéquate. Elles se nourrissent d'une façon qui soutient la santé cérébrale. Et surtout, elles continuent à défier leur cerveau avec des activités qui exigent attention, apprentissage et engagement cognitif authentique. Les personnes qui montrent au contraire un déclin cognitif précoce et accéléré ont presque toujours l'habitude opposée. Elles ont progressivement réduit les défis cognitifs de leur vie quotidienne. Elles ont remplacé les activités qui exigeaient de la concentration par des activités passives qui ne demandent aucun effort mental. Elles ont arrêté d'apprendre des choses nouvelles. Elles ont arrêté de lire des livres complexes. Elles ont arrêté d'avoir des conversations profondes. Et elles ont rempli les heures ainsi libérées avec quelque chose de beaucoup plus facile,
beaucoup plus accessible et beaucoup plus passif. Tu vois déjà où je veux en venir? Le pire poison pour ton cerveau, la télévision passive prolongée. Le comportement le plus destructeur pour le cerveau des plus de 60 ans que j'observe quotidiennement dans ma pratique clinique et que la recherche neurologique documente avec une consistance croissante est celui-ci. Passer de nombreuses heures par jour devant la télévision en mode passif. Je ne dis pas que regarder la télévision est toujours négatif. Je ne dis pas qu'un documentaire intéressant ou un film engageant sont nocifs. Je parle de quelque chose de beaucoup plus spécifique et beaucoup plus envahissant. Cette façon de regarder où on s'assoit devant l'écran sans objectif précis, on zappe d'une chaîne à l'autre, on regarde à n'importe quoi qui passe, simplement pour remplir le temps. On reste des heures immobiles et mentalement non activés devant un flux continu d'images et de sons qui n'exige aucune élaboration cognitive profonde. Ce mode de consommation télévisuelle, qui en France et en Europe est la norme pour un pourcentage très élevé de personnes de plus de 60 ans, est associé de manière consistante et documentée dans la littérature scientifique à un risque significativement plus élevé de déclin cognitif, de démence et d'Alzheimer. Ce n'est pas une corrélation faible ou controversée. C'est l'une des associations les plus robustes et les plus répliquées dans la recherche sur la santé cognitive des personnes âgées. Des études menées sur des échantillons de dizaines de milliers de personnes ont trouvé que chaque heure supplémentaire de télévision passive par jour est associée à une augmentation mesurable du risque de détérioration cognitive dans le temps. Et le mécanisme à travers lequel cela se produit n'est pas mystérieux. Il est parfaitement compréhensible à la lumière de ce que nous savons sur la neuroplasticité et le fonctionnement du cerveau vieillissant. Les mécanismes neurologiques des dégâts. Le cerveau fonctionne selon un principe fondamental que nous synthétisons en neurologie avec une phrase très directe « utilise ou perd ». Les connexions neuronales qui sont stimulées régulièrement se renforcent. Celles qui ne sont pas utilisées s'affaiblissent et disparaissent progressivement. Ce processus d'élagage synaptique est normal et nécessaire dans la jeunesse, mais devient dangereux après 60 ans quand la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions pour compenser celles perdues est déjà réduite. Quand tu passes de nombreuses heures par jour en mode de visionnage télévisuel passif, ton cerveau n'est pas dans un état de repos régénérateur comme il pourrait le sembler. Il est dans un état que les neuroscientifiques appellent activation sensorielle passive, une condition dans laquelle le cerveau traite des stimuli visuels et auditifs de manière automatique et superficielle, sans exiger d'attention volontaire, d'analyse critique, de récupération d'informations en mémoire ou de production de pensées élaborées. Dans cet état, les zones cérébrales les plus sophistiquées, celles responsables du raisonnement complexe, de la planification, de la mémoire épisodique et du langage élaboré, restent substantiellement inactives. Des heures d'inactivité cognitive répétées jour après jour, mois après mois, année après année, produisent un affaiblissement progressif des connexions neuronales dans ces zones à travers exactement ce processus d'élagage synaptique dont je t'ai parlé. Le deuxième mécanisme de dommage est la sédentarité physique associée. Le visionnage télévisuel prolongé implique presque toujours une immobilité physique prolongée. Et la sédentarité est l'un des facteurs les plus documentés pour réduire les niveaux de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau que nous appelons l'engrais des neurones. La protéine qui nourrit les cellules cérébrales favorise la formation de nouvelles connexions synaptiques et protège le tissu cérébral du vieillissement prématuré. Le troisième mécanisme est l'interférence avec le sommeil. Les heures de télévision en soirée, surtout dans les heures qui précèdent immédiatement le coucher, exposent le cerveau à la lumière bleue des écrans qui supprime la production de mélatonine et compromet la qualité du sommeil profond. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le sommeil profond est le moment où le système glymphatique élimine les protéines de déchets toxiques du tissu cérébral. Chaque nuit de sommeil compromis est une nuit où ces toxines ne sont pas éliminées et s'accumulent. Le quatrième mécanisme est le remplacement d'activités cognitives riches. Chaque heure passée devant la télévision en mode passif est une heure soustraite à des activités qui auraient fourni au cerveau des stimuli cognitifs réels. Une conversation significative, la lecture d'un livre, une promenade en plein air, un hobby qui demande de la dextérité et de l'attention, l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas seulement le dommage direct de la télévision passive, c'est le coût d'opportunité de tout ce que tu ne fais pas pendant que tu regardes.
Les chiffres qui changent tout. Je veux te présenter certaines des preuves scientifiques les plus significatives sur ce sujet parce que je veux que tu aies la dimension réelle du problème et pas seulement une impression générale. Une étude publiée dans l'une des revues neurologiques les plus réputées au monde a suivi pendant 6 ans un échantillon de plus de 3000 adultes d'âge moyen supérieur à 60 ans, mesurant leurs habitudes télévisuelles et leurs performances cognitives dans le temps. Les résultats ont montré que les personnes qui regardaient plus de 3h30 de télévision par jour avaient 2 fois plus de risques de développer un déclin significatif de la mémoire verbale par rapport à celles qui en regardaient moins d'1h30 par jour, indépendamment d'autres facteurs comme l'activité physique, le niveau d'éducation et l'état de santé général. Une deuxième étude menée au Japon sur un échantillon encore plus large a trouvé que chaque heure supplémentaire de télévision passive quotidienne était associée à une réduction mesurable du volume de l'hippocampe, la structure cérébrale la plus importante pour la mémoire, sur une période d'observation de 5 ans. La réduction de l'hippocampe est l'un des marqueurs les plus fiables du risque de démence. Un troisième axe de recherche a documenté que la combinaison de haute sédentarité physique et de haute consommation télévisuelle passive est significativement plus dommageable pour le cerveau que chacun des 2 facteurs seuls. Il ne s'agit pas de 2 risques qui s'additionnent, il s'agit de risques qui se multiplient quand ils coexistent, ce qui est presque toujours le cas parce que la télévision passive et la sédentarité physique ont tendance à aller ensemble. Ces chiffres n'existent pas pour te faire peur, ils existent pour te donner la mesure d'un problème qui est réel, qui est sérieux, et pour lequel tu peux faire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Le profil du patient que je vois le plus souvent. Laisse-moi te décrire un type de patient que j'ai vu de nombreuses fois dans ma carrière, sous des formes différentes, mais toujours reconnaissables. Je vais l'appeler Jean, même s'il pourrait avoir n'importe quel nom et n'importe quelle histoire. Jean a 68 ans. Il a pris sa retraite 4 ans ago après une vie professionnelle active et engagée. Dans les premiers mois après la retraite, il était énergique. Il avait des projets, des choses à faire. Puis progressivement, les journées ont commencé à se remplir de moins en moins. Les enfants vivent loin, les vieux amis sont occupés ou on se voit rarement. Sa femme a ses propres activités. Et la télévision, toujours allumée, est devenue la compagnie constante. Jean regarde maintenant en moyenne 5 ou 6 heures de télévision par jour. Pas parce qu'il est paresseux, pas parce qu'il ne sait pas quoi faire, mais parce que la télévision est devenue une habitude automatique, une structure autour de laquelle la journée s'organise, une façon de se sentir moins seul et de ne pas faire face au silence. Jean arrive dans mon cabinet parce que ces derniers mois, il a remarqué qu'il oublie les mots pendant qu'il parle, qu'il a du mal à suivre une conversation complexe, qu'il relit la même page 2 fois sans la retenir, qu'il se sent mentalement plus lent qu'il y a 1 an. Il n'a rien de pathologique dans ses examens, il n'a pas de démence avérée. Il a ce que nous appelons en neurologie un déclin cognitif léger, une condition qui peut évoluer vers la démence ou peut être inversée, et dont le principal facteur de risque dans son histoire est exactement cela. Jean N n'est pas un cas rare. Jean est l'un des profils les plus courants que je vois. Et la chose la plus importante que je lui dis toujours est celle-ci. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'habitudes qui peuvent être changées. Pas seulement la télévision, les autres formes du même problème. Il serait cependant réducteur et imprécis de limiter cette discussion à la seule télévision. Le vrai problème est plus large et concerne toute la catégorie des consommations numériques passives qui caractérisent la vie moderne. Le défilement continu sur les réseaux sociaux est neurologiquement identique au visionnage télévisuel passif. Tu traites des stimuli visuels de manière automatique et superficielle, sans aucune activation cognitive profonde, avec l'aggravation que le système de notification et de contenu à courte durée de vie maintient le cerveau dans un état de micro-activation continue qui est particulièrement toxique pour la qualité de l'attention prolongée. Les vidéos courtes, ce type de contenu qui dure 30 secondes ou 1 minute et que l'on fait défiler en séquence indéfinie, sont parmi les formes de consommation numérique les plus préoccupantes du point de vue neurologique. Elles habituent le cerveau à traiter des informations en fragments très brefs, réduisant progressivement la capacité à maintenir l'attention sur quelque chose pendant des périodes plus longues. Cette réduction de la capacité attentionnelle n'est pas seulement une gêne pratique, c'est un indicateur mesurable de changement dans la structure fonctionnelle du cerveau. Les jeux vidéo répétitifs et peu stimulants entrent également dans cette catégorie, contrairement aux jeux vidéo
qui exigent des stratégies complexes, de la résolution de problèmes et un apprentissage continu, qui ont au contraire montré des effets neuroprotecteurs. Le dénominateur commun de toutes ces activités est celui-ci. Elles fournissent une stimulation sensorielle continue en exigeant un effort cognitif minimal. Et cette combinaison est exactement ce que le cerveau des plus de 60 ans ne devrait pas recevoir pendant des heures chaque jour. Le protocole de protection cérébrale que je recommande à mes patients. Voici maintenant la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que connaître le problème est essentiel, mais sans outils concrets pour y faire face, la connaissance reste stérile. Le protocole que j'y ai développé au fil des années pour mes patients repose sur 3 principes fondamentaux: réduction consciente, substitution active et reconstruction d'habitudes qui défient le cerveau de manière authentique. Le premier principe est la réduction consciente. Je ne te demande pas d'éliminer complètement la télévision de ta vie. Je te demande de réduire la consommation passive et de la transformer en consommation active. La différence est cruciale. La consommation active signifie choisir délibérément ce que tu vas regarder avant d'allumer l'écran, le regarder avec toute ton attention, puis éteindre quand le programme est terminé, au lieu de rester passivement devant tout ce qui suit. Cela signifie traiter la télévision comme un repas, quelque chose que l'on fait à un moment précis, en quantité définie, et puis que l'on clôt, pas comme un robinet toujours ouvert. Le deuxième principe est la substitution active. Chaque heure soustraite à la télévision passive doit être remplacée par une activité qui fournit au cerveau le défi cognitif dont il a besoin. Et ici, la variété est importante. Quelques activités à considérer. La lecture de livres, de préférence de la fiction complexe ou de l'essai exigeant qui active la mémoire, l'imagination et le langage de manière bien plus profonde que la télévision. L'écriture, même d'un simple journal quotidien, qui nécessite l'organisation de la pensée, la récupération de souvenirs et la production langagière active. Un hobby manuel comme la couture, la menuiserie, la peinture ou le jardinage, qui active la coordination main-œil et la planification spatiale. L'apprentissage de quelque chose de complètement nouveau, une langue étrangère, un instrument de musique, un cours en ligne sur un sujet que tu ne connais pas, qui est peut-être la stimulation cognitive la plus puissante qui existe pour le cerveau vieillissant. Le troisième principe est le mouvement physique quotidien. Rappelle-toi que la sédentarité associée à la télévision passive est l'un des mécanismes principaux à travers lesquels cette habitude endommage le cerveau. Une marche de 30 minutes par jour à vive allure n'est pas seulement bonne pour le corps. C'est l'un des plus puissants stimulateurs du BDNF qui existe, et ses effets sur la neuroplasticité et la santé cognitive sont documentés par des dizaines d'études. Ce qui se passe dans le cerveau quand tu changes ses habitudes. Je veux être précis et honnête sur ce point, comme je le suis toujours avec mes patients. Le cerveau est un organe biologique qui répond aux changements d'habitude de manière progressive et non linéaire. Les premiers changements que l'on observe sont souvent subjectifs. Il s'agit de cette sensation de plus grande clarté mentale, d'une réduction du brouillard cognitif, d'un réveil matinal plus frais et plus actif. Ces changements initiaux peuvent apparaître en quelques jours ou quelques semaines de pratique constante, et ils sont le signal que le système nerveux commence à répondre. Dans les mois suivants, les changements deviennent plus structurels et plus mesurables. La capacité de concentration s'améliore. La mémoire à court terme devient plus fiable. La vitesse de traitement cognitif augmente. Les mots viennent plus facilement pendant les conversations. Ces améliorations reflètent des changements réels dans la structure fonctionnelle du cerveau, un renforcement des connexions synaptiques dans les zones qui sont maintenant régulièrement stimulées. Ce que mes patients me rapportent presque invariablement après 3 ou 4 mois de changement genuine des habitudes est ceci. Ils n'arrivent plus à imaginer comment ils passaient des heures devant la télévision sans rien faire. Pas parce que la télévision est devenue ennuyeuse, mais parce que le cerveau, qui a recommencé à recevoir des stimuli authentiques, commence naturellement à les rechercher et à trouver moins de satisfaction dans ceux qui sont passifs. C'est le plus beau signal qu'un neurologue puisse recevoir de ses patients. Pas les chiffres dans les tests cognitifs, même s'ils s'améliorent, mais cette sensation décrite avec des mots différents d'une personne à l'autre, mais avec la même signification. Je me sens à nouveau vivant dans ma tête. Les erreurs à éviter dans le changement. Je veux être honnête avec toi sur certains des pièges les plus courants dans lesquels tombent les gens quand ils essaient de modifier cette habitude, parce que les connaître à l'avance,
augmente énormément la probabilité de réussite. La première erreur est le changement trop radical et trop rapide. Si tu passes actuellement 5 ou 6 heures par jour devant la télévision et que tu essaies de les ramener à zéro en une semaine, tu crées un vide trop grand que le cerveau et la psychologie de l'habitude ne parviennent pas à gérer. Le résultat presque inévitable est un retour aux habitudes précédentes après quelques jours. Le changement progressif et graduel est bien plus efficace et bien plus durable. Réduis des 1 heure par semaine. Remplace cette heure par quelque chose de spécifique. Consolide avant de réduire davantage. La deuxième erreur est de remplacer la télévision passive par le téléphone passif. Faire défiler les réseaux sociaux ou regarder des vidéos courtes pendant les mêmes heures que tu consacrais avant à la télévision n'est pas une amélioration neurologique. C'est la même habitude sous un format différent. Le remplacement doit se faire par des activités cognitivement riches, pas par une autre source de distraction numérique passive. La troisième erreur est de faire cela seul sans impliquer personne. Les habitudes changent beaucoup plus facilement quand il existe une dimension sociale dans le changement. Trouvez quelqu'un avec qui partager une promenade quotidienne, un club de lecture, un cours, un hobby. La connexion sociale est en elle-même l'un des plus puissants neuroprotecteurs qui existent, et l'intégrer dans le processus de changement d'habitude crée une double action protectrice pour le cerveau. La chose la plus importante que tu peux faire maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, et comme je le fais toujours avec mes patients, je veux te laisser quelque chose de concret à faire aujourd'hui, pas demain, pas lundi, pas quand tu auras trouvé le bon moment. Maintenant, quand cette vidéo se termine, éteins la télévision si elle est allumée en fond sonore. Pose ton téléphone pour les 30 prochaines minutes et fais une seule chose qui nécessite ton attention genuine et ton engagement cognitif réel. Lis quelque chose, écris quelque chose, appelle quelqu'un pour avoir une vraie conversation, fais une promenade sans écouteurs, n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas passif. 30 minutes, maintenant. Pas parce que 30 minutes vont changer ton cerveau de manière immédiate et mesurable, mais parce que chaque vrai changement commence par un premier acte concret. Et ton cerveau, qui a la mémoire de tout ce que tu lui as fait au cours des années, a aussi la capacité de répondre à ce que tu commences à lui faire maintenant. Écris dans les commentaires combien d'heures par jour tu regardes actuellement la télévision et ce que tu penses faire concrètement pour changer cette habitude. Les réponses que je reçois dans les commentaires m'aident à comprendre où se trouvent les vraies difficultés et me guident dans la création des prochaines vidéos. Si ce contenu t'a été utile, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, un parent, un ami, un frère, dont tu sais qu'il passe beaucoup d'heures devant la télévision. Ne le partage pas comme une critique, partage-le comme un cadeau, parce que les informations qui arrivent au bon moment peuvent vraiment changer la trajectoire de la santé de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. La prochaine vidéo parlera des 5 aliments qui régénèrent le cerveau après 60 ans et que la plupart des gens ne consomment jamais en quantité suffisante. Tu ne voudras pas la manquer. Je suis le docteur Michel Roche. Ton cerveau n'a pas besoin d'être diverti. Il a besoin d'être défié. Commence aujourd'hui.